Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale pour vous informer. Et nous sommes très heureuses de vous présenter ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de ses homologues Joe Biden des États-Unis, João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie et le vice-président de la Tanzanie ont fait le point dans ce reportage. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais João Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Autour de ses pairs, lors de la réunion multilatérale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait savoir que pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser les ressources naturelles du pays, en particulier le cuivre et le cobalt. Le chef de l'État a également insisté sur l'urgence d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays
en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. On parle depuis le début de ce journal du corridor de Lobito en Angola. De quoi s'agit-il exactement? Explication avec Joseph Oscar Malkaïj. Le corridor de Lobito, c'est cette ancienne route coloniale permettant d'évacuer les minerais de la République démocratique du Congo vers l'océan Atlantique. Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, pour ne citer que cela, sont intéressés par ces projets intégrateurs au regard du flux des échanges commerciaux entre les pays de la région pour le transport des ressources stratégiques jusqu'au port de l'océan Indien. Mais la brouille diplomatique entre Kinshasa et Kigali, à travers la guerre d'agression, contrarie la mise en œuvre de ce projet, estiment certains observateurs. Les grandes puissances souhaiteraient développer au plus tôt ces grands projets de coopération économique régionale, à savoir les corridors de Lobito. Ces corridors, notons-le, reliés sur une distance de 1300 km les régions du sud de la République démocratique du Congo et du nord-ouest de la Zambie au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Cette liaison permettait ainsi d'exporter vers sa grande de retour à le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo assisté mercredi au gymnase de stade Égypte, le match qui s'est soldé par le score de 23-22 en faveur de l'équipe nationale égyptienne, s'inscrivant dans le cadre des quarts de finale de la Coupe africaine CAN Senior Dames de handball que la République démocratique du Congo organise pour la première fois. La République démocratique du Congo organise la 26e édition de la Coupe africaine des nations de handball senior dames. Une grande première pour le pays dans le cadre de différentes compétitions, toutes disciplines sportives confondues. Sur l'aire de jeu du gymnase du stade de Martyrs, érigé selon les normes sportives internationales et en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a suivi la rencontre du haut de la tribune, la République démocratique du Congo était aux prises avec l'Égypte au cours d'un match qui comptait pour la 6e journée de quart de finale de la CAN Senior Dame RDC 2024. Au terme d'une partie très disputée, l'équipe nationale féminine de handball d'Égypte a eu raison des dames de la RDC sur les scores étriqués de 23-22. Comme à l'accoutumée, le premier sportif de la RDC est descendu dans les vestiaires pour encourager les deux équipes. D'abord, les gagnantes d'Égypte à qui il a souhaité le bon parcours dans la compétition. Ensuite, le chef de l'État est allé encourager les léopards dames qui n'ont pas démérité. Et il leur a recommandé de maintenir le cap pour les prochaines compétitions. Et la prochaine fois, je suis convaincu que ce soit à l'étranger ou ici, vous ferez mieux. Maintenant, vous devez relativiser ça. Retenir les leçons d'aujourd'hui, des erreurs d'aujourd'hui, pour les corriger demain.
Donc il ne faut pas vous laisser abattre. Léchez vos larmes, soyez fiers de vous, levez les fronts et regardez tout ce peuple qui vous a soutenu avec le sentiment d'avoir fait votre devoir. D'accord? Allez, courage. Bravo à vous. Autre chose à présent, au Sénat, après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2025 a été examiné au Sénat. C'était au cours d'une plénière présidée par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde. Le projet de budget 2025 examiné en seconde lecture au Sénat a été envoyé à la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement pour un examen approfondi après la présentation de son économie au nom de la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka par le ministre d'État, ministre de Budget Emebo Sankara au cours de la plénière de la Chambre des sages présidée par le président de cette chambre Jean-Michel Sama-Lukonde. Selon les patrons du budget national Emebo Sankara, ce projet de loi des finances de l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024 chiffré à 45 376,9 milliards de francs congolais. Un projet de loi des finances assis sur quelques indicateurs macroéconomiques et il s'aligne sur la liste d'orientation budgétaire de la chef du gouvernement congolais pour s'assurer qu'il traduit fidèlement le programme d'action du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme FEC-TENE, facilité élargie du crédit, et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le FMI. Emebo Sankara a indiqué que ce budget renferme plusieurs éléments d'innovation, notamment un accroissement des crédits alloués aux investissements au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, au secteur des sécurités en vue de la montée en puissance des forces armées de sécurité et la poursuite de la mise en œuvre des grands projets tels que le PEDEL, 145 territoires, la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle. La présentation de l'économie de ces projets de loi des finances a été suivie d'un débat général long de près de 6 heures, ponctué par des interventions musclées et les recommandations des sages de la République visant l'amélioration du contenu de ce projet de loi. Des préoccupations et des questions ont été soulevées à l'attention du ministre d'État en charge du budget, centré essentiellement sur les cadres macroéconomiques, la politique et la croissance économique pour l'amélioration du social des Congolais à travers l'orientation de plus de fonds d'investissement vers les provinces dont la Chambre est l'émanation, la sécurisation du territoire national et sur l'équilibre de développement entre les provinces et les territoires, bref, l'alignement de l'esprit du budget sur la traduction opérationnelle des 6 engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais. Au colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et innovation en contexte africain, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a fait mention aux efforts menés par la République démocratique du Congo pour la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat au cœur du colloque ouvert ce mercredi au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Ces colloques visent à explorer et à débattre de différentes stratégies d'accompagnement entrepreneurial sur l'innovation verte et le développement durable. Prenant la parole, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka considère ces concepts comme l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive de jeunes dans le secteur de l'emploi, en Afrique en général et en RDC en particulier. Dans un contexte général de forte restriction des opportunités d'emploi salariés sur le continent, l'entrepreneuriat se présente comme l'opportunité la plus prometteuse pour la jeunesse congolaise et africaine en général d'intégrer le marché du travail. Cet état de fait nous conduit tous, gouvernants, enseignants, chercheurs,
à appréhender l'entrepreneuriat et la problématique de l'accompagnement et de l'innovation, à adopter des mesures incitatives efficaces tant sur le plan économique que sur celui de la durabilité et à déployer plus de moyens afin de capitaliser sur la jeunesse, véritable dividende démographique. La chef du gouvernement a fait mention aux efforts menés par la République démocratique du Congo pour la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement entrepreneuriat féminin. Un grand nombre de réformes institutionnelles, des projets et actions innovantes sont entreprises au niveau national afin de promouvoir l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. À cet égard, le gouvernement a déployé dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises un programme de soutien qui permet aujourd'hui d'envisager la possibilité de la sortie de nos mamans de l'économie de survie vers l'économie de croissance. À l'issue de ces assises de 4 jours organisées par I&F Entrepreneuriat en collaboration avec l'Université Paris 8, l'Université de Kinshasa, l'Université Congo et autres, les participants pourront mettre en œuvre des recommandations concrètes sur les modélisations cibles afin de favoriser l'émergence d'entreprises durables. Désormais, chaque magistrat aura son guide pratique disciplinaire. Le document est gratuit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a lancé ses guides pratiques. Au cours de cette cérémonie, le guide pratique disciplinaire des magistrats a été présenté. Un outil clé de 197 pages élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature. Préfacé par Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ce guide décrit en détail la procédure disciplinaire de la commission de faute à l'exécution des décisions de la Chambre de discipline. Prenant toute la mesure de ces déclarations solennelles, teintées de gravité du premier des citoyens congolais, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni ces jours dans cette salle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, pour lancer un appel au bannissement des pratiques corruptives au sein de la magistrature et rappeler que tout magistrat qui a accepté de faire carrière au sein du corps d'élite doit peser la charge et l'attente de toute la nation dans son ministère et dans le service qu'il rendra. Pour Dieudonné Kamouleta, la publication de cet ouvrage répond aux attentes exprimées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière de justice et invite les magistrats à bannir les antivaleurs pour redonner à l'appareil judiciaire toute sa crédibilité. Moment fort de la cérémonie, la remise du guide à l'assistance. Cet outil sera distribué gratuitement à tous les magistrats et mis à la disposition dans les bibliothèques des cours et tribunaux. Il permettra à la Chambre des disciplines d'exercer pleinement ses missions et de guider le pouvoir judiciaire dans ses actions. Un pas important pour redorer le blason de la justice congolaise. Bonne nouvelle pour les pétroliers de la République démocratique du Congo. Les manques à gagner causés par la baisse des prix de carburant sont déjà disponibles après le nivellement des fonds collectés par les banques. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a livré l'information. Chose promise, chose due. C'est une nouvelle réconfortante pour les pétroliers de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, vient de résoudre le problème de manque à gagner tant réclamé par les pétroliers à la suite de la baisse du prix de carburant à la pompe. Le mardi 3 décembre 2024, le patron de l'économie congolaise a présenté le contrat de financement entre le gouvernement et les banquiers pour le paiement de ses frais. Pour Mukoko-Samba, les fonds sont déjà disponibles en banque. Pas le moindre doute, les banquiers partenaires du gouvernement de la République ont rassuré, séance tenante, qu'elles sont prêtes et à mesure de payer tout avant la fin de décembre 2024. Il reste qu'une formalité d'usage. Confirmation tour à tour de M. Joe Lolonga, un des responsables de Equity Bank, et Mme Gisèle Mazengo de la Rabobank.
Au mois de décembre, nous avons fait un premier tirage pour le paiement de ces pertes et manques à gagner. Et nous avons fait maintenant le deuxième tirage afin de solder ces pertes et manques à gagner auprès du secteur pétrolier afin d'éviter la moindre pénurie au sein de la RDC. Nous sommes toujours en attente des documents administratifs qui sont auprès du VPM et du ministre des Finances. Une fois que nous aurons réceptionné, nous allons mettre les procédures en place afin de créditer les pétroliers au courant de l'année 2024. Le gouvernement peut très bien compter sur le banc pour la collecte de fonds, pour sécuriser la problématique sur le financement des pétroliers. Tout est donc mis en marche par le gouvernement pour garantir la baisse des prix des biens sur les marchés et offrir aux Congolais de bonnes festivités de fin d'année. Une délégation de Nova International a échangé avec le ministre du Tourisme sur les possibilités de travailler ensemble pour développer de nouvelles opportunités en République démocratique du Congo, Chine. Ils ont répondu présents à l'appel du président Félix Tshisekedi pour défendre la mère patrie. Certains d'entre eux magistrats, d'autres infirmiers venus de 4 coins de la RDC, ici au camp Jéricho, échangent quelques mots avec le porte-parole du gouvernement sur leur motivation. Le magistrat chez vous, oui. Vous avez choisi de rejoindre l'armée. Pour devenir auditeur, pourquoi vous avez choisi de rejoindre l'armée? J'ai choisi de rejoindre l'armée, c'est juste pour servir mon pays. Dans ces camps d'entraînement, les délégations de l'Union européenne et des officiers ont assisté à une simulation pour la libération d'un otage par ici. Simulation d'une prise en charge d'un blessé par là. Nous sommes venus voir pour palper ce que c'est le cursus d'une formation qui est donnée et nous avons plutôt été satisfaits de voir que les militaires sont formés sur toutes les branches. C'est des jeunes universitaires pour certains qui ont choisi de répondre à l'appel de la République et de venir mourir pour la patrie. Je suis vraiment ravie d'être ici avec tous mes collègues, les États membres de l'Union européenne et un représentant de la délégation de l'Union européenne pour pouvoir en effet voir comment les fonds qui sont alloués par la Facilité européenne pour la paix sont mis en œuvre ici et appuient les efforts qui existent depuis plusieurs années de présence de formation par la défense belge ici à Kindu. Des épouses militaires profitent de l'occasion pour adresser une série de demandes au gouvernement congolais. Dans l'une des langues de la RDC, Lingala, le ministre Patrick Mouyaya promet l'implication du gouvernement dans la réponse de ces demandes. La mère ministre Azamama, Makambo Nyonso Etali, Basoda, Etali Bapolicier, Basi Tope Bana na bango, Eza Makambo Yemoko, na mitindo ya Papa Mokonzaboka, Papa Félix Antoine Tshisekedi, Alande la Kamikolo Nyonso. C'est au centre militaire de référence de Luama que la délégation venue de Kinshasa a palpé les réalités rencontrées par le personnel soignant. 2 équipements individuels et collectifs seront fournis par l'Union européenne dans le cadre de la facilitation européenne pour la paix. L'objectif de cette mission est aussi de voir à quoi serviront le 20 millions accordés dans le cadre de cette coopération. Nous étions à Kindu, dans le Maniema, où une délégation de l'Union européenne accompagnée du ministre des Médias parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboye a visité le camp d'entraînement Jéricho de Kindu. À présent, nous pouvons suivre l'échange du ministre du Tourisme avec une délégation de Nova International sur la possibilité de travailler ensemble. C'est pour impulser une nouvelle dynamique de coopération et explorer de nouvelles opportunités économiques en République démocratique du Congo et en République populaire de Chine que la délégation de la plateforme Nova International est venue rencontrer le ministre congolais du Tourisme Didier Mpambia. Avec son partenaire Advantage Group, dirigé par Nathalie Kamanga, Nova International envisage de travailler avec le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs porteurs de croissance économique. On était venu à Congo et on a vraiment apprécié par rapport à elle. On a rencontré Silence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités dans le tourisme, on peut participer. C'est un pays vraiment dans le tourisme, il y a
beaucoup d'opportunités dans d'autres domaines aussi. Bien sûr, dans l'agriculture, construction et tous les différents domaines. Nouvellement installée en République démocratique du Congo, Nova International est une plateforme qui regroupe des milliers d'associations de petites et de chefs d'entreprise chinois. Elle fait la promotion de la route de la soie et voudrait donc faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Conversation avec le ministre et je suis là avec les investisseurs chinois du groupe Nova International qui est une plateforme qui fait la promotion de la route de la soie et il travaille aussi la promotion du gouvernement de travailler avec les investisseurs ainsi que les opérateurs économiques. Voilà, ils sont là, ils sont implantés ici à Kinshasa pour pouvoir donner des opportunités aux petites et moyennes entreprises et pourquoi pas travailler avec le gouvernement. Voilà. Cette rencontre avec le ministre Didier Mpambia s'est clôturée par une photo de famille et une visite de stand installé à l'occasion de la semaine congolaise du tourisme qui s'y tient à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un pas vers le changement ou la modification de la constitution de la RDC. La vice-ministre de l'Intérieur multiplie des rencontres à son bureau pour sensibiliser toutes les couches de la population. Tous les coins de la République démocratique du Congo sont mobilisés pour soutenir l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, conformément à son dernier appel patriotique sur les changements de la constitution. Toujours au premier plan de mobilisation, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Samba, intensifie des rencontres militaires et de 26 provinces du pays pour leur faire comprendre le bien fondé de cette démarche du garant de la nation. D'abord, avec les vice-gouverneurs de la Mongala, le message du numéro 2 de la territoriale est clair et bien accueilli. Moi, j'opte pour les changements totaux de la Constitution parce qu'il y a des choses qui sont totalement dépassées et il y a des choses également qui doivent juste être adaptées à la réalité. Notamment, nous vivons le présidentialisme chaque jour. Nous devons nous adapter également à la double nationalité. Convaincus par les arguments de la vice-ministre Eugénie Kamba, les notables du Kasaï central, quant à eux, ont pris une décision de mobiliser toute la population du Kasaï central sur l'initiative du chef de l'État. C'est avec joie que nous nous engageons à vulgariser cette vision du chef de l'État qui tient à l'intérêt supérieur de la nation. Non et non à cette constitution rédigée depuis l'étranger, la population congolaise multiplie son passage au bureau de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, pour un oui à l'initiative. On va parler infrastructure pour vous signaler le lancement depuis mardi dernier en Ituri des travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est sur ce terrain de 35 mètres que sera érigé le bâtiment du bureau de la coordination provinciale Star Est, projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC en province de l'Ituri. Le lieutenant général Bukashoma Johnny a posé la première pierre de construction de ces bijoux, énième preuve d'effort de paix et de développement par le gouvernement congolais et ses partenaires, d'où l'engagement de tous demeure un impératif. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Occasion pour Steve Sengida Bachulu, coordonnateur du projet Star Est en Ituri, de revenir sur les objectifs poursuivis par le du projet en faveur de la population iturienne. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi et surtout, ces projets vont devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et situé en plein centre-ville de Bougna, le travaux de construction de cet édifice, deux bâtiments modernes dont un étage de 2 niveaux seront exécutés de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale pour un coût global de 424 000
américains. Il sied de gestion d'édifices ainsi que d'autres infrastructures construites au gouvernement. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et André Njeka, Fidèle Mamboueni, Ruben Koko et François Campia ont assuré la partie technique. Merci de nous avoir